Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement. Merci de faire confiance à Uri News TV, le NEC plus ultra de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, de la dénonciation, autour des questions des droits humains en Afrique. Merci de vous abonner massivement, merci de partager massivement cette vidéo qui s'annonce très intéressante parce qu'elle porte sur la légitimité ou, si vous voulez, les arguments juridiques qui justifient les revendications du peuple anglophone du Southern Cameroun ou, si vous voulez, du peuple ambazonien. Voilà, c'est donc de cela qu'il sera question au cours de cette séance vidéo. Pour ceux qui ont des informations confidentielles à partager avec nous, pour ceux qui ont des appréciations à faire concernant le fonctionnement de cette chaîne, eh bien, vous avez le numéro WhatsApp, je précise, qui se trouve au bas de ce petit écran, au niveau de la description, juste en bas. Il s'agit du plus 226 74 76 20 79. Je reprends, plus 226, 74, 76, 20, 79. For those who want to join the owner of this channel, of this YouTube channel, here is the WhatsApp number, plus 226 7476 2079. I repeat, plus 226 7476 2079. Ça, c'est pour ceux qui ont également, on va dire, des contributions tant matérielles que financières à apporter pour le bon fonctionnement de cette chaîne, car il s'agit de votre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler des arguments juridiques qui légitimise les revendications du peuple ambazonien, ou si vous voulez, du peuple du Southern Cameroun, qui est appelé aujourd'hui région du nord-ouest et du sud-ouest, par abus de langage. Alors, ce qui m'amène à faire cette vidéo, parce que ça, il s'agit des arguments que j'ai déjà eu à déployer et sur lesquels je n'aurais plus voulu revenir parce que, étant au Cameroun, j'en avais déjà suffisamment parlé, j'avais déjà brandi pas mal d'arguments du point de vue du droit international, du point de vue des textes des Nations Unies qui justifient, qui rendent légitimes les revendications indépendantistes du peuple anglophone du Southern Cameroun. J'en avais déjà suffisamment parlé. Mais ce qui m'amène à revenir sur ces arguments légaux, c'est un document que m'a envoyé un proche il y a 2 semaines. Je ne vous dirai pas de quel proche il s'agit. Il s'agit d'un travail scientifique qui a été élaboré par un juriste, un enseignant un universitaire, un enseignant d'université. Alors, cet enseignant d'université s'appelle Rodrigue Ngando Sanjé. Alors, le titre du travail scientifique, ou alors, si vous voulez, du travail scientifique, de l'exposé qui m'a été envoyé par WhatsApp, parce que c'est un document WhatsApp de 25 pages. Alors, ce document est intitulé « Le statut des régions anglophones du Cameroun ». Chronique d'une exigence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça, c'est le titre de ce travail de recherche qui m'a été envoyé. Parce que le proche parent qui m'a envoyé ce document, en fait, c'était pour me démontrer que j'avais tort de continuer de croire que les leaders ou alors le peuple anglophone avait bel et bien le droit de revendiquer un État indépendant. Bon. La personne a voulu me faire croire que j'étais dans le mauvais chemin et m'a envoyé ce document pour être convaincu de ce que j'ai eu tort pendant tout ce temps. Alors, je reçois dans le document, je le
Je commence à le lire. Et je vous assure qu'à un moment donné, au fur et à mesure que je lisais le document, je lisais, j'ai commencé un peu à croire effectivement que j'avais eu tort de penser que le peuple anglophone du Southern Cameroun, ou si vous voulez le peuple ambazonien, avait raison de revendiquer un État indépendant. Mais ce qui m'a fait sursauter quand j'ai lu ce travail scientifique du juriste et de cet universitaire-là, qui est enseignant à l'université de Ngaoundéré, enseignant-chercheur à l'université de Ngaoundéré, le problème dans ce travail scientifique, c'est qu'à un niveau, il écrit que la Constitution fédérale du 1er septembre 1961, que Amadou Ahidjo avait fait abroger le 20 mai 1972, là, que cette constitution est conforme aux exigences de la résolution 1608 du 21 avril 1961, votée par l'Assemblée générale des Nations unies. Parce que cette constitution, je crois en son article 1, reconnaît la dualité du territoire camerounais qui est composé d'un côté de l'ex-Cameroun oriental appelé République du Cameroun et de l'autre côté l'ex-Cameroun occidental appelé Southern Cameroun. C'est là où ça a commencé à clocher. C'est là où j'ai commencé à me dire que ce chercheur-là, il n'a pas rassemblé suffisamment de matériaux factuels pour asseoir son analyse. Parce que toute démarche scientifique part de ce qu'on appelle l'observation. Pour ceux qui ont fait méthode en sciences sociales dans les universités, ils savent de quoi je parle. Ça veut dire que le docteur, comment il s'appelle? Excusez-moi, comme c'est tombé là. Le docteur Rodrigue Ngando Sandje, enseignant à l'université de Ngaoundéré, n'a pas rassemblé suffisamment de matériaux factuels, que ce soit les faits, que ce soit les arguments, que ce soit les textes juridiques. Donc il n'a pas rassemblé suffisamment de textes juridiques, suffisamment de faits historiques pour asseoir son analyse. Parce que s'il avait fait ce travail-là, s'il avait fait abattu un travail de collecte de manière holistique de l'histoire des deux Camerouns au cours de la période d'avant 1961, il n'aurait pas servi ce type d'analyse qui, pour moi, donne des arguments légaux au pouvoir de Yaoundé de continuer à annexer le Southern Cameroun et à piller les ressources de son sol et de son sous-sol pour le compte de la mère patrie, la France. Alors, vous saurez tout à l'heure pourquoi cette analyse, ce travail scientifique de cet enseignant-chercheur, le docteur Rodrigue Ngando Sandje, comporte beaucoup d'insuffisances. Alors, il a cité un certain nombre de textes que moi-même, pour être sincère, que je n'avais pas encore lus. Mais quand j'ai parcouru l'entièreté de ces textes, je me suis rendu compte que ça m'a davantage donné raison. C'est-à-dire que ça m'a davantage conforté à l'idée que les anglophones du Southern Cameroun, les populations du Southern Cameroun avaient bel et bien le droit, c'est-à-dire les textes de l'ONU donnaient droit au peuple du Southern Cameroun de revendiquer une indépendance totale. Alors voici donc, mesdames et messieurs, les arguments juridiques qui militent en faveur de l'indépendance totale du Southern Cameroun. Voici les arguments juridiques qui légitimisent le combat que mène le peuple ambazonien, que mènent les Restoration Forces, c'est-à-dire que les combattants indépendantistes ambazoniens, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, tout le combat, toute la lutte qu'ils sont en train de mener s'appuie sur des textes de l'ONU que je vais décliner tout à l'heure. Alors, le premier texte de l'ONU qui légitimise le combat
du peuple anglophone, c'est la Charte des Nations Unies. Alors, voici ce que dit la Charte des Nations Unies en son article 76, alinéa B. Alors, la Charte des Nations Unies, article 16, alinéa B, dispose que le but de la tutelle est de favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle, ainsi que le développement de leur instruction. Favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, compte tenu des aspirations librement exprimées des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je vais commencer d'abord par expliquer, par partir de la Genèse. L'Angleterre, qui a hérité de la partie du Cameroun occidental en 1946, a signé le 13 décembre 1946 un accord de tutelle avec l'ONU pour administrer le British Cameroun. Bon, maintenant pour des raisons purement administratives, l'Angleterre a divisé le British Cameroun en deux. Le Northern Cameroun, rattaché au nord du Nigeria, et le Southern Cameroun, qui était intégré à l'est du Nigeria. Bon, mais ça n'empêchait pas aux deux parties du British Cameroun, à ces deux parties du British Cameroun, de subir les effets de la tutelle. Donc ça veut dire que ces deux Camerouns là, donc le Southern Cameroun et le Northern Cameroun, étaient considérés comme des territoires sous tutelle des Nations Unies. Alors, ça veut donc dire que selon l'article 76, alinéa B, l'Angleterre avait pour devoir d'assurer le progrès politique, social et économique dans ces deux territoires en vue de permettre à ces populations d'être capables de diriger un État moderne ou de s'auto-administrer. Mais l'Angleterre devait prendre en compte les aspirations librement exprimées des populations. Ça veut dire que si les populations disaient, écoutez, nous, on veut être rattachés au Nigeria ou au Cameroun, l'ONU devrait seulement s'aligner. Si les populations disaient, écoutez, nous, on veut être intégrés, soit au Nigeria, soit au Cameroun, allez, l'ONU devait seulement adopter. Si les populations disaient en grande majorité que vraiment, nous, c'est l'indépendance totale ou rien, l'ONU devait seulement prendre acte. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Du 10 au 11 août 1959, Sir Philipson Sidney, qui était le commissaire de l'ONU pour le Southern Cameroun, donc que l'Angleterre avait désigné pour représenter le Southern Cameroun au niveau des Nations Unies, est allé à Mamfe pour organiser une conférence pré-plébiscite parce que, excusez-moi, la classe politique du Southern Cameroun était divisée. Il y en avait qui étaient pour l'intégration au Nigeria, il y en avait qui étaient pour le rattachement à la République du Cameroun, il y en avait qui étaient pour l'indépendance totale. Maintenant, pour départager ces trois courants-là, Sir Philipson Sidney a organisé à Mamfe une conférence pré-plébiscite. Et à l'issue de cette conférence-là, il y a eu vote. À l'issue de ce vote, il s'est dégagé que 67% des délégations présentes à Mamfe au cours de cette conférence pré-plébiscite ont choisi que deux seules questions leur soient posées lors du plébiscite d'autodétermination. Voulez-vous rester intégré au Nigeria ou alors voulez-vous faire sécession du Nigeria pour un État indépendant? Voilà les deux seules questions que ces populations du Southern Cameroun avaient choisi de subir dans le cadre
du plébiscite d'autodétermination. Le rattachement avec le Cameroun n'était pas à l'ordre du jour parce que ça avait été rejeté par les participants à cette conférence. Qu'est-ce qui se passe? L'ONU est passée outre cette volonté populaire en écartant l'option de l'indépendance totale, du moins en écartant l'indépendance de l'option de plébiscite qui pourtant avait été choisie par la majorité des populations du Southern Cameroun lors de la conférence pré-plébiscite de Mamfé du 10 au 11 août 1959. Et la raison avancée par l'Assemblée générale des Nations unies, c'était le 6 octobre 1959, c'est-à-dire quelques mois après la conférence pré-plébiscite. La raison avancée était que le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable pour être un État indépendant, ce qui est déjà un argument assez spécieux parce que l'article 76, alinéa B, stipule que le but de la tutelle, c'est d'assurer le progrès économique, entre autres, des territoires sous tutelle. Donc si, à cette période-là, le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable pour être totalement indépendant, ça veut dire que l'Angleterre avait l'obligation d'assurer ce développement-là de manière à rendre le Southern Cameroun prêt à disposer de lui-même. Donc l'argument avancé selon lequel le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable pour être totalement indépendant, pour moi, ne tient pas la route. Et surtout que la Guinée équatoriale, par exemple, quand la Guinée équatoriale acquiert son indépendance en 1975 de l'Espagne, la Guinée équatoriale était plus pauvre et moins peuplée que le Southern Cameroun. Donc cet argument avancé par les représentants, le représentant de l'Angleterre aux Nations Unies, là, vraiment ça ne tient pas debout. Et c'est même en contradiction avec la Charte des Nations Unies, l'article 75 alinéa B que j'ai lu tout à l'heure. Mais bon, pour récapituler, on retient que l'ONU a bafoué la volonté populaire du peuple, la volonté du peuple de Southern Cameroun en écartant l'option de l'indépendance totale. Ce qui fait que le Southern Cameroun, le peuple du Southern Cameroun était réduit au statut de territoire non autonome, parce que c'est ça le statut selon la Charte des Nations Unies. Le Southern Cameroun était un territoire non autonome appelé à s'associer à un État indépendant, soit la République du Cameroun, soit la République du Nigeria. C'était ça le statut du Southern Cameroun après que l'Assemblée générale des Nations Unies du 6 octobre 1959 ait balayé d'un revers de la main l'option de l'indépendance totale. Et c'est dans ces circonstances donc que le rattachement à la République du Cameroun a été introduit à la place de l'option de l'indépendance totale. Et ça avait d'ailleurs suscité l'inquiétude de certains fonctionnaires des Nations Unies. Par exemple, Dag Hammarskjöld, qui a été secrétaire général de l'ONU entre, je crois, 1957 et 1961, parce qu'il est décédé à l'issue d'un crash d'avion là en 1961, il avait dit joindre le Southern Cameroun à la République du Cameroun, c'est comme prendre un ballon enfoncé dans la mer. Ce ballon-là va finir par jaillir à la surface. Dag Hammarskjöld l'avait dit. Et beaucoup de députés anglais s'étaient même inquiétés de ce que, comment vous pouvez mettre ensemble deux peuples que tout diffère. Deux peuples que tout diffère. Alors, le Southern Cameroun n'était donc plus réduit qu'à choisir entre la République du Cameroun, entre être indépendant en se rattachant à la République du Cameroun et être indépendant en se joignant à la République du Nigeria. Bon, c'est ainsi donc que le 15 décembre 1960, l'Organisation des Nations Unies vote la résolution 1541. Et d'après cette résolution 1541, le principe 6, vous pouvez aller vérifier, hein, donc ce n'est pas des choses que Michel Biemton est en train d'inventer, non.
Vous qui êtes à Yaoundé, là, au palais des Toudila, au ministère de la Défense, là, vous qui entretenez le génocide, les massacres en zone anglophone, là, écoutez-moi très bien, écoutez bien ce que je suis en train de dire là. Allez fouiller la résolution 1541, principe 6. Alors, que dit la résolution 1541, principe 6? Un territoire non autonome, et le Southern Cameroun était un territoire non autonome à cette époque-là, a atteint sa pleine autonomie A, quand il est devenu un État indépendant, B, quand il s'est librement associé à un État indépendant. Ça, c'était l'option. L'option qui s'offrait désormais au Southern Cameroun après que l'option de l'indépendance totale a été rejetée. C'est quand il s'est librement intégré à un État indépendant. Donc le Southern Cameroun était appelé à... C'est-à-dire que le cas du Southern Cameroun correspondait au B de ce principe 6 de la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Alors, comme je le disais donc, le Southern Cameroun a été appelé à voter au cours d'un plébiscite qui a été organisé par les Nations Unies le 11 février 1961. Et à 70,5%, le peuple du Southern Cameroun a choisi de se rattacher à la République du Cameroun. Je dis bien de se rattacher et non d'intégrer. Je parle bien d'association. Alors, après donc le 11 février 1961, le 19 avril 1961, l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre sur l'indépendance du Southern Cameroun. Il y a eu vote et la résolution 1608 du 21 avril 1961, c'est-à-dire que 2 jours après, il y a eu une résolution qui a été votée pour l'indépendance du Southern, sur comment cette indépendance, en se joignant à la République du Cameroun, allait s'opérer. La France et la République du Cameroun, à l'époque, ont voté contre la résolution en question. Il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que les Camerounais le sachent. La France et la République du Cameroun, c'est-à-dire que la partie francophone, qui est la seule en ce moment qui est reconnue au niveau des Nations Unies, depuis le 20 septembre 1960, a voté contre la résolution 1608 du 21 avril 1961 qui accorde l'indépendance au Southern Cameroun. Et que dit cette résolution 1608 du 21 avril 1961 en son point 5? La résolution dit que l'autorité administrante qu'est l'Angleterre, les gouvernements de la République du Cameroun et du Southern Cameroun doivent engager des discussions en vue de finaliser des arrangements, dont à dire que je traduis textuellement de l'anglais au français, parce que en anglais, la résolution, c'est ce point 5. En anglais, c'est arrangement. Et qui dit arrangement dit arrangement. Qui dit arrangement dit accord, hein, traité. Donc, les 3 parties doivent engager des discussions en vue de finaliser des arrangements à travers lesquels des politiques concertées et déclarées seront mises en place. Or, même cette résolution-ci a été foulée au pied, 1, par l'Angleterre, 2, par l'ONU, 3, par la République du Cameroun, qui était dirigée à l'époque par Amadou Ahidjo. La résolution 1608 du 21 avril 1960 n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été suivie des faits. Je m'explique. Lors de la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961, en lieu et place de cet accord tripartite-là, d'abord l'Angleterre n'a même pas pris à ses travaux, ce qui est déjà quelque chose de très grave. L'Angleterre, pourtant, la résolution 1608 du 21 avril 1961 demandait
que les trois parties, c'est-à-dire les deux gouvernements, République du Cameroun, Southern Cameroun, et l'Angleterre, autorité administrante, engagent des pourparlers, des discussions en vue de la signature d'un accord comportant des politiques concertées et déclarées des deux parties. Cet accord tripartite, n'a jamais été signé. À la place, qu'est-ce que Ahidjo fait? Ahidjo est venu présenter Ahidjo, est venu présenter à la délégation du Southern Cameroun le projet de loi numéro 61/24 portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la constitution du 4 mars 1960 aux nécessités d'un Cameroun unifié. Ça veut donc dire que Amadou Ahidjo, c'est-à-dire que un État indépendant, au cours d'une conférence, vient soumettre un projet de loi modifiant la constitution de cet État à un territoire, c'est-à-dire qu'à des dirigeants démocratiquement élus d'un autre territoire. Le président de la République d'un État indépendant vient soumettre aux autorités démocratiquement élues d'un autre État le projet de loi modifiant la constitution de son État qui est appliqué dans sa République, dans son État. C'est ce qu'on appelle une annexion par voie constitutionnelle. Ahidjo avait déjà pour projet d'annexer le Southern Cameroun, ce que vous appelez Nord-Ouest, Sud-Ouest là. C'est-à-dire que tout a commencé ce jour-là. C'est-à-dire que le processus d'annexion là s'est enclenché ce jour-là par voie constitutionnelle. Et quand il finit de leur soumettre, il y a eu des semblants de discussion là. C'est-à-dire que Ahidjo est venu avec un ton paternaliste. Il parlait aux délégations du Southern Cameroun, les John Gufoncha et autres, comme si c'était des citoyens de la République du Cameroun, alors qu'ils étaient démocratiquement élus chez eux. Bon, il leur soumet donc ça. Bon, il fait un semblant de débat là après. Le projet de loi a été adopté uniquement par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun. Alors que le Southern Cameroun avait un House of Parliament, donc un parlement, une assemblée aussi, qui n'a jamais vu la trace de ce projet de loi. L'Assemblée générale de la République du Cameroun a adopté la loi. Ahidjo a promulgué cette loi le 1er septembre 1961. Ça veut dire qu'elle est entrée en vigueur dès cette date. Et pourtant, le 1er septembre 1961, le Southern Cameroun était toujours sous la tutelle des Nations Unies. Donc, ça veut dire que dès 1961, là, dès le 1er septembre 1961, le Southern Cameroun est passé de la tutelle des Nations Unies à la tutelle de la République du Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Alors, Ahidjo a donc promulgué cette loi tout seul. Il n'a même pas eu l'élégance de soumettre ça à John Gufoncha, qui était le premier ministre démocratiquement élu au Southern Cameroun. Non, il a promulgué tout seul. Pourtant, et cette démarche d'Amadou Ahidjo, cette conférence de Fumban là, violait le principe 7B de la résolution 1541 du 15 décembre 1960, la résolution des Nations Unies. Donc, la conférence de Fumban là s'inscrivait en violation des textes des Nations Unies. Notamment le principe 7B de la résolution 1541 du 15 décembre 1960 qui stipule que le territoire associé doit avoir le droit de déterminer sa constitution intérieure sans ingérence extérieure. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes de l'ONU que Ahidjo a violés en 1961 lors de la conférence de Fumban. Voilà.
vous qui perpétrez le génocide, là, les généraux Meka, Claude Meka, le vieux général, là, la chevelure grisonnante, là, hein, les Ngongo Ferdinand, les Atanga Paul Nji, vous tous là, écoutez bien ce que vos prédécesseurs ont eu à faire. Aujourd'hui, vous vous frappez la poitrine, oh, Cameroun, un indivisible, alors que vous êtes des hors-la-loi, vous avez annexé le territoire des gens en violation des textes des Nations Unies. Les colonels, le voyou qui a la sémile, la banque, qui pilote les opérations secrètes pour assassiner, pour verser le sang. En zone, écoutez bien, écoutez. Donc la conférence de Fumban s'inscrivait en violation des textes de l'ONU. Que je viens, ça veut dire que le Southern Cameroun avait le droit d'avoir, malgré l'association, le fait de s'être rattaché au Cameroun, le Southern Cameroun devait conserver sa constitution. Et la République du Cameroun n'avait pas à faire appliquer sa constitution au Southern Cameroun parce que le texte a dit que la résolution, le principe 7 de la résolution 1541 du 15 décembre 1960 dit le territoire associé doit avoir le droit de déterminer sa constitution intérieure sans ingérence extérieure. Donc, Aïe s'est ingéré dans les affaires internes du Southern Cameroun en imposant à ce peuple-là et à ses dirigeants démocratiquement élus son projet de loi numéro 65/24 là, qui modifie la constitution du 4 mars 1960 qui était appliquée déjà en République du Cameroun. Ce qui est très grave. Et le Southern Cameroun a été régi par la constitution de Macpherson de 1948, je crois, et par une autre qui a été votée au niveau de l'Angleterre, là c'était en 58, si je ne me trompe pas. Donc, le Southern Cameroun était régi par une constitution. Et la République du Cameroun avait, conformément à ce texte onusien, l'obligation de préserver cette constitution-là. Bon. Après tout ce que je viens de vous décrire là, le Southern Cameroun est devenu indépendant le 1er octobre 1961. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'annexion. La conférence de Fumban était déjà la première étape du processus d'annexion, d'assimilation du Southern Cameroun. Et je viens de vous le décrire. Et autre chose à présent, mesdames et messieurs, c'est que même le référendum du 20 mai 1972 là, sur l'État unitaire, vous, mes chers Camerounais, là, est-ce que vous savez même que ce que vous célébrez chaque 20 mai là, hein, ce que vous célébrez chaque 20 mai là, est même illégal au sens des textes des Nations Unies. C'est-à-dire que le fait d'avoir imposé un référendum sur l'État unitaire au Southern Cameroun, ce qui s'appelait à l'époque Ouest Cameroun, est-ce que vous savez que c'est même illégal? Ce référendum du 20 mai 1972 a été illégal au sens des textes des Nations Unies. Je vais vous lire ce que dit le principe 8. Le principe 8 de la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Parce que l'objectif d'Amadou Ahidjo, à travers ce référendum-là, du 20 mai 1972, c'était d'intégrer le Southern Cameroun dans le bloc territorial de la République du Cameroun. Or, voici ce que cette résolution 1541 dit en matière d'intégration. L'intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire, on n'a pas dit des populations des territoires, on a dit du territoire. Le désir librement exprimé des populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant suivant les méthodes démocratiques et largement diffusée. L'Organisation des Nations Unies pourra, quand elle le jugera nécessaire, contrôler l'application de ces méthodes.
Donc, ça veut donc dire que le référendum du 20 mai 1972, c'était au peuple du Southern Cameroun et lui seul de décider s'il veut s'intégrer à la République du Cameroun. Il dit que les populations de la République du Cameroun, les populations francophones n'avaient pas à participer à ce référendum-là, selon le texte que je viens de lire, parce qu'on parle bien du désir librement exprimé des populations du territoire, c'est-à-dire du territoire qui s'est associé à l'État indépendant. On ne parle pas des deux territoires, non, on parle du territoire. Et on dit la consultation se faisant suivant les méthodes démocratiques. Et on a également parlé de la volonté librement exprimée des populations. Est-ce que le référendum de 72 s'est passé suivant la volonté de ces populations, les populations anglophones, les populations du Southern Cameroun? La réponse est non. Parce que ce référendum de 72 est une volonté délibérée, unilatérale d'Amadou Ahidjo. Il n'a consulté personne, aucun représentant que ce soit du Parlement ou de je sais trop quoi. Non, il a décidé tout seul, après avoir rencontré Georges Pompidou, le président français, à Paris. Il revient de Paris le 6 mai 1972. Il annonce à l'Assemblée fédérale, à Yaoundé, en Guayaquil, que ma ferme conviction, donc c'était sa conviction à lui, ce n'était nullement la conviction du peuple du Southern Cameroun. Et même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était à ce peuple et à lui seul de décider. Or, Ahidjo s'est arrangé à ce que ce soit aussi bien les populations de la République du Cameroun que du Southern Cameroun qui participent à ce référendum. Ça veut dire que comme les populations francophones sont majoritaires, cela voudrait dire que la majorité des populations francophones a imposé sa volonté à la minorité anglophone. Donc ce n'est donc pas, c'est-à-dire que les résultats de ce référendum du 20 mai 1972 ne reflètent pas la volonté du peuple